Le thème de l'ONU pour cette année, c'est la violence faite aux femmes. Donc nous allons voir 5 témoignages de femmes et les réactions de Jacques Salomé à ce propos. Moi, je pense que c'est la communication, parce que j'ai caché les choses. Au moment où ça allait très mal dans mon couple, j'ai caché à mes parents, j'ai caché à mes enfants, à mon entourage. Et c'est vrai que par la suite, beaucoup de personnes de mon entourage m'ont dit, mais jamais on n'aurait cru que ça se passait aussi mal dans ton couple, parce que j'avais honte. J'avais honte. Donc pour moi, le plus important, c'est la communication. Rétablir la vérité, en fait. Faire voir que celui qui est bon, il est bon, et celui qui est mauvais, il est mauvais. Et même s'il y a les enfants, on fait tout pour les protéger. On doit d'ailleurs tout faire pour les protéger, mais on doit être serein par rapport à ça. Mais dans la crise, on perd pied. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort, quoi, puisque derrière, j'ai refait ma vie et ça se passe. Je m'en suis servie pour avoir une vie meilleure. Avec mes enfants, avec mon nouveau mari, avec tout ça, quoi. Donc maintenant, je me sens nettement mieux. Je communique plus. Cette dame-là dit deux choses très importantes. Le silence, la rétention, on ne dit pas, et on ne dit pas parce qu'on a honte. Et on se sert de l'alibi souvent des enfants. On croit que c'est cela qui risque de peiner les enfants. C'est une erreur, car les enfants ont besoin d'avoir des adultes congruents, des adultes authentiques, qui ne jouent pas le jeu de faire semblant de s'entendre alors qu'il y a des tensions. Les enfants ont des antennes, ils captent le non-dit des parents, ils captent justement ce qui ne va pas, et paradoxalement, c'est souvent le silence, le non-dit, qui les blesse plus que si les parents avaient pu mettre des mots. Et cette femme termine vraiment avec une sorte d'encouragement de dire oui, si j'avais su, j'aurais communiqué davantage. Communiquer, ça veut dire mettre en commun, oser mettre des mots sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons. Nous n'avons pas déposé nos problèmes conjugaux sur les enfants, mais nous avons à témoigner de ce que nous vivons comme homme, comme femme, comme mère, comme père, dans une relation qui est parfois difficile. C'est vrai qu'on ne communiquait que par la colère, très souvent. Et donc, moi, j'étais entre mes parents, j'essayais toujours de trouver l'harmonie. Quand je voulais m'exprimer, ou même en présence d'amis, c'était assez difficile. Je me souviens même de plusieurs amis dire à mon père « mais écoute ce que ta fille dit, parce que c'est intéressant et c'est très bien ce qu'elle dit, etc. » Donc c'est vrai que j'ai fini par apprendre ou à la fermer, ou à rien dire. Et puis, ça m'est arrivé 2 fois de vouloir réagir. La première fois, je l'ai fait d'une manière un peu vulgaire, alors forcément j'ai reçu la gifle. La deuxième fois, j'avais 34 ans, je me suis levée, alors mon père était en train de m'engueuler, il disait que je ne m'occupais pas de ma mère alors qu'elle était en train de me dire qu'elle avait un amant et que je lui disais « t'as bien raison, profites-en ». Et là, je me suis levée, je me suis dressée, j'ai dit « papa, ça finit, ça fait 34 ans que j'entends tes cris, t'es pas Dieu le Père, maintenant ça suffit ». Alors là, j'ai cru qu'il allait tomber par terre. En tout cas, ça m'a valu 3 mois de mutisme et il a refusé de me revoir. Après, il m'a demandé pardon, me trouvant quelques excuses. Néanmoins, il est resté toujours chez moi ce traumatisme que quand je veux me mettre en colère après quelqu'un que j'aime, je ne peux pas. Donc, ou je dis rien, et c'est peut-être aussi pour ça que j'entraîne peut-être aussi une difficulté de communication avec l'autre. Je ne sais pas, peut-être que il y a des fois, je voudrais dire et je ne peux pas, ou je dis peut-être pas de la bonne façon. Mais en tout cas, c'est vrai que, ceci étant, je n'ai pas de difficulté, moi, à communiquer. Mais peut-être que dans les relations avec l'homme, et surtout quand je suis en colère, mais en colère, c'était pas si évident que ça. Donc la relation qu'on a pu avoir dans l'enfance peut jouer beaucoup. Je pense qu'il faut aussi chercher parfois le pourquoi de nos difficultés. Dans ce témoignage, c'est l'expression d'un enfant, d'un ex-enfant qui
tente de dire combien il a été coincé dans deux attitudes réactionnelles opposées, soit s'enfermer dans le silence, ne rien dire, soit à un moment donné exploser, et ce qu'elle appelle donc exprimer de la colère. Mais que ce soit dans le silence ou dans l'explosion de colère, de toute façon, ce n'est pas ça de la communication. Moi, je passe ma vie à enseigner qu'il faut tenter de passer du réactionnel au relationnel. Le réactionnel met l'autre à distance, ou nous enferme nous-mêmes dans une sorte d'enfermement coupable ou somatique, puisque là, il y a des blocages qui se créent à partir des colères qu'elle a et l'impossibilité. Donc, je propose effectivement d'apprendre à mettre des mots, mais sur un mode relationnel, c'est-à-dire avec lequel on se relie à l'autre. Et se relier à l'autre, c'est pas l'accuser d'être comme ceci ou comme cela avec maman. D'abord, la relation conjugale ne concerne pas les enfants. Ce qui concerne les enfants, c'est la relation parentale. Donc, ce qui se passe entre le père de cette femme, qui est le mari de sa mère, concerne le mari et la femme qui est sa mère. Voilà. Elle n'a pas à se mêler de cela. Mais beaucoup d'enfants, effectivement, s'approprient ce qui se passe sur le plan conjugal et l'intègrent dans la relation filiale ou parentale. À mon avis, c'est une erreur. Mon mari buvait la semaine, ne buvait pas le week-end avec nous. Par exemple, lorsqu'on allait chez ses parents, nous, on prenait l'apéritif. On voulait l'obliger un peu à boire avec nous pour dire bah tiens regarde on peut boire un petit apéritif sans abuser. Alors ben non, il buvait pas. Il buvait que la semaine lorsqu'il travaillait. Il était incapable de s'occuper de sa fille. Il n'allait pas la chercher à la crèche. Elle a été hospitalisée. Il n'est même pas venu la voir à l'hôpital. Alors il sortait le prétexte qu'il ne pouvait pas voir sa fille hospitalisée. C'était peut-être vrai, mais il pouvait au moins 5 minutes lui rendre visite, puisque sa fille lui le demandait quand même. Donc j'ai fait un voyage, et après ce voyage, j'ai réfléchi, et j'ai voulu demander le divorce. Donc je lui en ai parlé, je lui ai dit, comme tu es incapable, il n'y a rien à faire, cet alcool est ancré dans toi. Il n'arrivait pas à s'en défaire. J'en suis même arrivée à acheter un produit, à mettre dans une bouteille avec du vin, que cette bouteille-là, il devait lui la boire, et pas moi, parce que moi je ne buvais pas, parce que ce produit le rendait malade. Alors, de temps en temps, on avait tous les deux, j'avais mis 2 bouteilles identiques, sauf une, il y avait un bouchon et un tout petit trait, où il y avait le produit, pour que ça le rende malade. Et donc, lorsqu'il buvait, il rentrait, bah oui, c'était des scènes. Karine, il était violent. Karine pleurait, et tout ça. Ce qui apparaît dans cette situation, c'est le phénomène d'une relation triangulaire. En fait, ils sont 3 dans ce couple. Le mari, son alcoolisme et elle. Son alcoolisme est caché par le mari le dimanche vis-à-vis de ses propres parents, mais il envahit toute la vie conjugale le reste de la semaine. Et cet alcoolisme fait violence à cette femme. Et le paradoxe, c'est faisant violence à elle, elle va faire violence à son mari en mettant un produit qui serait destiné à le rendre malade. Ce qui fait que ça déclenche une 3e violence. Il passe à l'acte en ayant une violence physique. Donc, le véritable enjeu était, avant, il aurait fallu que cette femme ose dire à son mari, « Mon chéri, j'avais pas envisagé de vivre à 3. J'avais pas envisagé de vivre toi, ton alcoolisme et moi. Il y en a un de trop dans le lit. » C'est parce qu'on ne sait pas dire ça. Donc le problème, paradoxalement, il n'est pas chez le mari, il est chez cette femme qui a subi, ne s'est pas respectée, et restée pendant trop longtemps dans une relation à 3, alors qu'au départ, elle voulait une relation conjugale, une relation à 2. Et bien sûr, ça se termine mal, ça se termine par une séparation. La difficulté aussi, c'est qu'on n'est pas le thérapeute de son partenaire. Voilà. Alors qu'on voudrait le guérir, on voudrait le soigner, on voudrait qu'il renonce à son alcoolisme. Ou il fait un travail sur lui, ou il ne fait pas de travail sur lui, et cette femme se respecte en prenant le risque de sortir d'une relation qui n'est pas bonne pour elle. Ce n'est pas marrant de vivre avec un alcoolisme au quotidien,
même s'il n'était alcoolique que toute la semaine et pas le dimanche. Mais pas par rapport à elle, par rapport à ses parents, pour lesquels il voulait cacher qu'il était alcoolique. Ça se passait bien parce que j'ai épousé un ami. Notre amour s'est bâti quand même sur l'amitié, ce qui est très important dans un couple. Et donc forcément la communication, la complicité, il y avait beaucoup de choses qui nous unissaient. Mais là où j'ai eu l'impression d'avoir échoué sans culpabilité, hein, je suis très consciente de ce que je dis, c'est qu'à travers tout ce qu'on a surmonté comme difficulté, et on a vécu des choses terribles qu'on a surmontées ensemble, c'est le fait que je ne sais pas si de ne pas avoir pu partager le déni qu'il avait de sa maladie. On partageait tellement de choses. On se complétait, même si on s'affrontait pour des différences d'opinion ou quoi. Mais il y avait cette communication et ce dialogue. C'est-à-dire qu'on n'en finissait pas tant qu'on n'était pas arrivé à se dire, et c'est pour ça que je pense que ce couple a bien duré avec tous les problèmes que connaissent les couples, mais parce qu'on communiquait justement et qu'on dialoguait, et les choses qui nous paraissaient très lourdes au début, finalement, trouver une solution et paraissait finalement anodine et très simple. Mais dans le déni de sa maladie, il y avait un mur et que je n'arrivais absolument pas à ouvrir. Mais absolument pas à ouvrir parce que il ne me donnait pas l'impression d'être en conflit, en fait. Il avait une espèce d'attitude qui faisait qu'il me rassurait en me disant qu'il se soignait, que de toute façon, je n'allais pas le prendre en charge, c'était un adulte, et que voilà. J'étais consciente en parallèle du mensonge quelque part, mais il était tellement agréable, c'est-à-dire il n'était pas dans l'affrontement pour que je puisse me battre. Et c'est ça qui a fait que... Et là où je ne comprends pas, c'est que c'était, et ça je le sais et tout le monde le sait, c'était un excellent père, c'était quelqu'un qui adorait ses enfants, et je n'admets pas, ça c'est vrai, qu'il ne se soit pas battu pour les protéger, alors qu'il était de nature protectrice vis-à-vis de sa famille et de nous, et qu'il n'ait pas fait la démarche de vivre pour ses enfants, ça est resté un flou. Dans cette situation, on assiste au fond, nous assistons à une problématique que j'appelle un miroir. De même que cette femme, elle reproche à son mari de ne pas avoir dit sa maladie, eh bien qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait vivre la même chose. Tout au long de cet échange, nous qui écoutons, ne savons toujours pas quelle est la maladie de son mari. Donc c'est comme si la problématique du mari avait déteint sur cette femme, puisque même séparée de lui, elle la reprend quand même à son compte. Pendant tout cet échange, elle est incapable de nous dire, et je mets au défi d'ailleurs ceux qui l'ont entendu, de savoir quelle était la maladie de son mari qui a tellement pesé dans leur relation. Alors voilà comment on s'aperçoit que dans certains couples, la problématique de l'autre va colorer, la problématique de l'un va colorer l'autre et faire que ça va devenir également la problématique de celui qui se plaint. Par exemple, qu'il ne m'avait jamais parlé de sa maladie. Et nous qui l'écoutons, nous ne savons toujours pas quelle est la maladie de cette femme. Alors il y a une sorte comme ça de mots qui sont déposés, mais là, voyez-vous, les mots ne sont pas utilisés pour communiquer, pour mettre en commun, ils sont utilisés pour faire au contraire écran à la rencontre. C'est une des vertus de certains mots, de ne pas être utilisés pour mettre en commun, mais pour, au contraire, alors on jette des mots, il y a un mur qui s'élève de mots, et à tel point qu'on ne voit même plus l'autre. À un moment donné, vous voyez, j'étais tenté de ne plus écouter cette femme. Je sentais que la relation entre, et pourtant ce n'est qu'une vidéo, mais se coupait entre elle et moi. On a travaillé ensemble
Et donc je pense que dans un couple, c'est pas top. Et ça a toujours été, du moment que je faisais mieux ou j'avais une idée, c'était ben non, c'est pas bon, c'est pas bien. Et puis à long terme, ça s'est répété, répété. Et c'est vrai qu'après, c'était une compétition un peu. De mon côté, non, parce que bon, moi, je ne faisais pas attention. Mais c'était beaucoup, il fallait pas lui dire ce que j'ai fait et ce que ça a donné. Sans le montrer, on rabaisse tout le temps jusqu'à arriver à un point où on perd un peu ses repères et son identité aussi. On ne sait plus du tout de quoi on était capable, ce qu'on faisait. Et je pense que c'est aussi voilà, la jalousie, ça commençait aussi par le fait que je gagnais plus. Donc j'étais cadre, je gagnais plus, donc voilà, ça, plus les déplacements, plus tout ce qui est entraîné. Donc je pense que c'est pas le rôle de la femme. Je crois que la femme, on la laisse un petit peu, faut pas qu'elle soit cadre, faut pas qu'elle soit dirigeante, faut pas qu'elle soit, faut qu'elle reste à la maison et qu'elle dise oui à tout ce qu'on lui dit. Et je pense que du moment qu'on a un poste, et ça on le ressent pas que vis-à-vis d'un couple, on le ressent aussi dans les sociétés. Parce que moi je l'ai ressenti aussi dans une entreprise où il y avait une discrimination, il y avait aussi le fait que manager les hommes, c'est pas top. C'est très bien pour nous, tant que femmes, c'est valorisant, mais pour les hommes, je dirais pas du tout. Donc c'était pareil, c'était toujours tu fais pas bien, c'est pas bien. Voilà, même si vous leur montrez A plus B, mais après il y a le clan masculin qui se met ensemble, mais en même temps le couple, je pense que après ça devient un peu la routine, et au fur et à mesure on finit par perdre de quoi on est capable. Et bon, moi je suis quelqu'un qui est un peu, donc je suis partie pour faire une mise au point, et puis c'est là on s'aperçoit, on est qui? Et puis après on prend une décision, on arrête tout. Et on recommence à zéro. Et puis là, je me reprends, je suis moi-même. Dans ce témoignage, nous pouvons entendre un phénomène très fréquent, à la fois dans beaucoup de relations de couple, mais également dans beaucoup de relations professionnelles. Or là, comme ils travaillent ensemble, s'ajoute la relation professionnelle à la difficulté de la relation de couple. Et ce que j'entends à travers le témoignage de cette femme, c'est que vraisemblablement, le mari se sent ici. Il doit la voir ici. Et donc, tout l'enjeu relationnel, c'est de descendre en flamme sa femme pour essayer d'avoir un peu de valeur, avoir l'idée qu'il a un peu plus de valeur. Sa valeur étant constituée de la différence entre la façon dont il a descendu sa femme à ce niveau. Vous remarquez que lui, il n'a pas augmenté de valeur, mais se sentant infériorisé, vraisemblablement, il ne peut que critiquer, d'où rien ne va, tu n'as pas fait comme on aurait dû faire, en s'appuyant sur le domaine professionnel, et il descend dans sa femme, il la met ici, avec l'illusion que lui, il a un peu plus de valeur. Mais je voudrais rappeler ce que disait ma grand-mère. Elle disait, ce n'est pas en coupant le zizi de l'autre que ça nous en donne davantage. Ce n'est pas en démolissant sa femme que ça donnera au mari plus de valeur ou plus de puissance. Et ça, c'est un cycle infernal, parce que ce n'est pas parce qu'il l'a descendue là, ce jour-là, que le lendemain, elle n'est pas là. Elle est toujours là. Et donc, il ne pourra pas faire autrement que de continuer à la descendre en flamme. Et il y aura une petite satisfaction, la fin de journée, il aura une illusion de valeur, mais le lendemain, elle sera toujours là et ça recommencera inlassablement. C'est ce qu'on appelle un couple, jusqu'au moment où elle en a assez de se faire descendre et elle va sortir de la relation.